Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons exposer le résumé du chapitre que nous avons vu la semaine passée concernant le chargement uniaxial. Donc, au début de ce chapitre, on s'est intéressé à la distribution des contraintes sur la section de coupe, qui est une section quelconque, lorsque l'élément est soumis à un chargement uniaxial. Et puisque les contraintes sont, on ne peut pas les matérialiser, donc on s'est rabattu sur la déformation, qui est l'effet de la contrainte. C'est la contrainte qui va engendrer une déformation. En plus, la contrainte et la déformation ont une relation de proportionnalité entre eux. Donc pour cela, nous avons pris un élément, sur cet élément qui est une grille avec des surfaces rectangulaires, et nous avons appliqué l'élément Tana, l'effort uniaxial P. Donc, ce que nous avons remarqué, que la partie centrale, il y a la déformation est uniforme, le déplacement est uniforme, contrairement aux parties qui sont au voisinage de l'application des efforts. Donc, fort de cette constatation, nous avons étudié la répartition des contraintes sur un élément de coupe. Donc, regardez ici, on a l'effort P, l'effort normal P, qui fait équilibre à la force appliquée, uniaxiale appliquée, où on a la répartition des contraintes d'Awana. Ce que nous pouvons dire, on peut dire déjà que les contraintes sont uniquement des contraintes normales, il n'y a pas de contraintes tangentielles parce que la résultante des forces est appliquée au centre de gravité de la pièce, donc, et parce que on peut prouver que la somme des moments, la résultante des moments appliqués ici est nulle. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs, Hadiloula. Donc il y a uniquement des contraintes normales. Deuxièmement, les contraintes normales appliquées sur cette facette sont constantes, du fait que les déformations sont uniformes. Donc, en plus, nous avons prouvé la contrainte, donc, puisqu'elle est uniforme, donc il y a une proportionnalité entre l'effort appliqué uniaxial et la section, et pour cette raison, donc sigma, et on a conclu que sigma est égal à P sur A. On s'est intéressé à autre chose, on s'est intéressé au principe de Saint-Venant. On s'est intéressé au principe de Saint-Venant. Le principe de Saint-Venant, il étudie le comportement de la pièce. Sous l'effet d'un chargement axial appliqué sur les extrémités. Donc on a pris un effort P réparti sur un quart de la surface, où on a une base fixe. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué pour des sections proches du point d'application des efforts, le comportement de la grille est dérangé, la déformation n'est pas uniforme. Même chose pour la section BB, CC. C'est à partir de la section DD que nous allons remarquer qu'il y a uniformité de la déformation. Même chose sur la base. La base, il y a un phénomène qu'on appelle l'effet de Poisson, puisque elle est fixe, et normalement, sous l'effet des charges P, il y a une contraction latérale, mais le fait qu'elle est fixée, donc il y a des efforts qui vont se développer pour empêcher l'élément de se déplacer dans le sens latéral, ce qui provoque ce qui va déranger la grille Tana qui ne devient pas uniforme. Donc
finalement, Saint-Venant a remarqué et a prouvé que quel que soit le type de chargement appliqué, de la force appliquée, que soit la distribution, la répartition de la force appliquée sur la section, à partir d'une distance W qui est égale à la plus grande dimension latérale de l'élément axial, la distribution devient uniforme. Ça veut dire que le domaine Hada, la partie Hadia supérieure, le domaine Hada, la répartition n'est pas uniforme, Hadi Haja, mais il y a autre chose. Il y a aussi le fait que la contrainte maximale appliquée ici est largement supérieure à la contrainte normale moyenne appliquée ici. Et ça veut dire que si on ne prend pas en considération le fait, on aura, si on fait des notes de calcul, on aura sous-estimé les contraintes appliquées à des sections. Et ça peut être préjudiciable à la structure que nous devons calculer. Donc cette comparaison montre aussi que les effets localisés causés par une charge ont tendance à disparaître à mesure que la distance à la charge augmente. Là, j'ai expliqué, j'ai déjà dit que l'observation de Saint-Venant ne dépend pas de la répartition de l'effort axial. On a pris un deuxième cas et nous avons remarqué qu'il est indépendant de la distribution de la charge appliquée. Saint-Venant a observé que les effets localisés disparaissaient à une certaine distance des points d'application de la charge. De plus, il a observé que le phénomène était indépendant de la distribution de la charge appliquée tant que les forces résultantes étaient équivalentes. C'est ce que nous ai expliqué tout à l'heure. Nous avons aussi étudié le déplacement élastique d'un élément chargé axialement, où là nous avons commencé à étudier parce que nous n'avons pas encore fini ça, et nous avons utilisé un cas général, d'un élément soumis à des forces axiales qui varient tout le long de l'axe de l'élément. Nous avons pris aussi le cas général de section variable et nous avons étudié le déplacement relatif de la section, les deux sections d'extrémité. Donc la section d'extrémité, la première section d'extrémité par rapport à la deuxième. Et nous avons conclu le résultat suivant. Nous avons démontré que le déplacement relatif d'une extrémité par rapport à l'autre, c'est l'intégrale sur toute la longueur de l'élément de Px. Px, c'est le charge axiale qui est variable le long de x. Sur Ax, c'est la section qui peut être variable. Et Ex aussi, c'est le module d'élasticité qui peut aussi varier si le matériau change. Et nous allons commencer par un cas particulier, quand la charge est constante et la section transversale est aussi constante, et nous avons établi la formule, la 6.3, qui est un cas particulier de cette formule, qui nous donne le déplacement relatif d'une extrémité par rapport à une autre, c'est la force appliquée fois la longueur sur la section fois le module d'élasticité longitudinale. Cette formule n'est valable que pour une section constante et un chargement constant. Et nous avons aussi établi la convention de signe avec laquelle nous allons travailler. La convention de signe avec laquelle nous allons travailler, si nous avons un effort normal de traction qui engendrera un allongement delta plus delta, on va le prendre comme étant positif, et si l'effort normal est un effort
de compression qui va engendrer un rétrécissement moins delta, donc on va le prendre comme étant négatif. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire, si nous avions plusieurs tronçons où il y a plusieurs efforts appliqués, donc ça sera la somme. S'il y a changement de la force, ou le changement de la longueur, ou le changement de la section, donc on va travailler avec des tronçons, et ça sera le déplacement relatif d'une extrémité par rapport à l'autre, c'est la somme des déplacements relatifs des tronçons l'un après l'autre. Voilà, on s'est arrêté la dernière fois ici. Nous avons bien sûr fait un exemple que nous avons exposé la dernière fois, qui nous permet de calculer, d'utiliser la formule 6,4. On va le revoir un petit peu ensemble. Donc nous avons un élément, section constante, les distances ne le sont pas, le chargement uniaxial il est constant, mais dans le tronçon uniquement, le premier tronçon, le deuxième tronçon et le troisième tronçon. Regardez que le premier tronçon, l'effort normal est égal à 5 kN, et c'est un effort de traction. Dans le deuxième tronçon, l'effort normal, ça sera 5 moins 8, donc c'est un effort de compression, c'est moins 3, c'est un effort de compression. Et le dernier tronçon, si on écrit l'équilibre dans le dernier tronçon, c'est aussi un effort de compression qui est égal à 7 kN. Enfin, on a tracé la répartition des efforts suivant l'axe des X, et pour le déplacement relatif de la section A par rapport du point A par rapport au point D, c'est la somme les PL sur AE. Donc P, le premier tronçon, c'est 5 kN fois LAB, la longueur qui peut ne pas être égale aux autres longueurs, sur AE, puisque nous avons supposé que la section est constante et le matériau est le même. Et donc, plus un effort de compression, moins 3 kN, fois LBC, la longueur du deuxième tronçon, plus moins 7, puisque c'est une compression, fois la longueur du troisième tronçon. La somme t'atteint le déplacement relatif, qui peut être un allongement si le résultat est positif, et qui peut être un rétrécissement si le résultat est négatif. Bien sûr, au première vue, le résultat sera négatif, donc nous aurons à faire un rétrécissement de la section de la pièce totale. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et on se verra ce dimanche, c'est-à-dire demain, Inch'Allah, pour la suite du cours.